Donc, je vais introduire très rapidement la projection de ce film. Je vous demande simplement 3 minutes, 4 minutes d'attention, peut-être 5. Je n'ai pas mesuré, en fait, mon propos. Pour vous dire que, tout d'abord, que je suis très heureux que vous soyez là, que, en tant qu'amis, que proches, que clients aussi, parfois, vous soyez parmi nous ce jour. Quand je dis amis, je mesure mes mots. Bon nombre d'entre vous ont partagé les combats que nous avons menés à Technologia depuis maintenant de nombreuses années pour améliorer les conditions de travail, pour préserver, je dirais, la santé des salariés, pour préserver leur dignité, pour faire en sorte que l'humain soit considéré au cœur des décisions des entreprises. Et donc, ça me fait vraiment chaud au cœur, je peux vous le dire, de vous retrouver tous ici, de partager avec vous ce moment de, je dirais, ce film qui va effectivement certainement être une référence à l'avenir en ce qui concerne les modalités de management. Je voulais aussi remercier l'équipe de Technologia qui a préparé cette journée, tous mes collègues de Technologia, dirigés désormais par Marc Chenet, je ne sais pas où il est passé, mais bon, qui œuvrent au quotidien en mettant toute l'énergie, toute, je dirais, leur intelligence. Comme me disait tout à l'heure une amie, vous êtes des acharnés et vous êtes des sympathiques. Ça m'a été droit au cœur parce que c'est ça. On est acharnés, on essaye d'être sympathique. Parfois, on l'est un peu moins parce qu'on est fatigué, parce qu'on travaille beaucoup. Mais c'est ça l'idée, c'est de faire en sorte d'être dans cette action au quotidien capable de transcender quelquefois les choses pour éviter des dérives et pour éviter que des personnes ne soient confrontées dans la douleur. Voilà, donc c'est le deuxième message que je voulais vous passer. Sur l'équipe aussi qui nous a aidés à faire ce film, l'équipe de la maison de distribution, Marianne Rossi, je ne sais pas si elle est là, la remercier. Remercier aussi, bien sûr, ceux qui ont initié ce film. Patrick, mon ami Patrick, je sais pas, je crois qu'il est là-bas, il participera au débat après. Jean-Pierre Bloch, le réalisateur, qui a fait une œuvre considérable, vous verrez, je vous laisse juge. Pour ma part, je considère que c'est une œuvre marquante en matière de travail, de justice aussi, et cette œuvre est d'Atra. Alors, ayant traversé énormément de crises, comme vous le savez, Technologia a été appelée à travailler sur de nombreux dossiers, disons, un peu compliqués, complexes, voire systémiques, que ce soit cette crise à France Télécom, que ce soit la crise des suicides à la Poste, celle au Technocentre Renault, ou encore celle, je dirais, de l'affaire Kerviel. Bon, je ne veux pas vous citer trop longtemps les choses, mais simplement pour vous dire qu'à travers toutes ces crises, ce que l'on a constaté, c'est des invariants. Et les invariants, c'est le fait qu'à chaque fois, on nous a dit il y a un impératif économique. À chaque fois, on nous a dit on ne peut pas faire autrement. À chaque fois, on nous a dit c'est un moindre mal. À chaque fois, ça s'est terminé par de la douleur, de l'effondrement, des vies menacées, des passages à l'acte suicidaire, des dépressions, des divorces, la tourmente pour tous ceux qui sont rentrés dans ce tourbillon managérial. Et ça, c'est inacceptable. Et quand on regarde les arguments qui ont été avancés, y compris au procès, on aura le temps d'y revenir avec Maître Tessonnière qui est avec nous, on s'aperçoit que, je dirais, les arguments sur le plan strictement économique, je ne parle pas du humain, c'est évident que sur le plan humain, ça ne tient pas, mais sur le plan strictement économique, ça ne tient pas non plus. Car les effets d'une telle crise sur le plan financier sont inimaginables en termes de perte de clientèle, en termes d'image, en termes de réputation, de notoriété, etc. Donc ces effets indirects, collatéraux sur le plan économique montrent bien que la gouvernance non éclairée, cette gouvernance maltraitante ne peut effectivement pas être un chemin à emprunter. Alors, dans ces crises, encore une fois, je le dis, le moindre mal, ce n'est pas le moindre mal, c'est le mal tout court. C'est le mal tout court qui est imposé à de nombreuses familles. Et ça, ce n'est pas possible de l'accepter. Et c'est pour ça que dans ce chemin que nous avons choisi, à Technologia, chemin de vie, avec des valeurs, avec des principes, sinon on ne serait pas là après 35 ans, eh bien, ce chemin, c'est de faire en sorte que l'inimaginable ne puisse pas continuer. Faire en sorte que, je dirais, on accorde véritablement la considération, le respect aux humains au travail. Faire en sorte que les uns et les autres puissent s'épanouir au travail. Et ça, c'est fondamental. Vous voyez, donc, ce travail que nous avons mené, bon, alors dans le film, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu, bien sûr,
être cité. Je voulais avoir une pensée pour mon ami Pierre Morville, qui a fait beaucoup pour cette affaire, pour faire en sorte que, y compris Technologia, soit retenu en septembre 2009 pour mener ces actions. Vous verrez dans le petit flyer qui vous a été donné tout ce qu'on a pu faire pendant près d'1 an. Les 10 rapports que nous avons remis, les 1000 entretiens que nous avons faits, les 85 000 salariés qui nous ont, et fonctionnaires qui nous ont répondu, vous verrez tout ça. Mais globalement, sachez-le, c'est effectivement une véritable éducation que nous promet ce film. C'est un rempart contre l'oubli. Ce film est un rempart contre l'oubli parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pour faire en sorte que ça ne se renouvelle pas et pour faire en sorte que demain, la gouvernance soit plus éclairée. Donc je tenais à dire ça en sachant que il faut que vous parliez de ce film, si ce film vous plaît, autour de vous. Il faut que vous puissiez faire en sorte que ce film dure dans les salles. C'est un peu difficile. Bon, il paraît qu'il y a je n'ai pas vu l'article du Monde, mais la presse n'a pas beaucoup parlé de ce film. Les médias, pas encore beaucoup. Donc, et un film ne tient dans les salles qu'en fonction de, je dirais, le fait que les gens viennent le voir. Donc, il faut que ce film dure, et pour cela, il faut qu'il y ait de l'assistance. Et donc, je compte sur vous pour être les ambassadeurs de ce film, pour que le film dure dans les salles. Vous savez, on avait fait la même chose avec le film La Syndicaliste, il y a quelques mois, avec Isabelle Huppert, et on avait fait vraiment pareil, une très bonne réussite, une très grande influence, avec un débat intéressant. Et je peux vous assurer que le film a été un grand succès. Alors, peut-être que ce film-là est moins divertissant et un peu moins, je dirais, mis à l'avant à cause les acteurs qui sont dans l'autre, mais je pense qu'il mérite le coup vraiment qu'il soit poussé et que vous puissiez le porter dans vos entreprises, au niveau de vos CSE, au niveau de vos amis, pour faire en sorte que le film puisse véritablement laisser une trace et qu'on aille vers une gouvernance plus éclairée dans les entreprises et dans le service public. Dernière chose, le film rend compte d'une manière très, disons, forte des dérives de management. Mais y compris nous, quand nous sommes amenés à travailler chez France Télécom, nous avons vu bon nombre de dirigeants de haut niveau, qui d'ailleurs se cachaient pour venir nous parler. Nous avons vu bon nombre de personnes qui nous ont, de cadres intermédiaires, cadres supérieurs, qui nous ont parlé pour nous dire qu'ils étaient en désaccord avec les actes qui ont été déployés, actes qui visaient à casser les gens pour les obliger à se casser, comme on dit. Hein, c'est la terminologie qu'on peut retenir du management, hein, c'est-à-dire faire en sorte que les gens humiliés, désavoués, non reconnus, n'ayant plus aucun pouvoir d'agir, étant obligés de subir des mobilités forcées pour que ces gens-là, en fait, quittent l'entreprise. Eh bien, bon nombre de cadres nous ont dit « nous, on n'est pas d'accord ». Et vous voyez, aujourd'hui, on vient d'être nommé sur une grande institution dont je ne peux pas vous parler au niveau du nom. Eh bien, c'est la même chose qui revient. Et on voit bien que cette affaire nouvelle montre bien qu'il y a un déficit en France en matière de management, que le management est beaucoup trop vertical, trop, je dirais, dur, en fait, ne tient pas suffisamment en compte l'humanité des gens pour trouver des solutions qui doivent être discutées. Et moi, je suis pour le changement concerté, je suis pour le dialogue apaisé, je suis pour faire en sorte que les êtres humains au travail travaillent en communauté. En fait, France Télécom s'empare de la problématique du télécom pour aller porter le téléphone dans tous les villages de France. Ça se passe par une mobilisation de l'ensemble des salariés. Et cette culture des grands projets, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé en fait aux salariés, le projet c'était de réduire les effectifs. C'est-à-dire qu'on réunissait les gens, on leur disait voilà, on est 25, demain il faut qu'on soit 20. Et donc c'est schizophrénique. Vous vous rendez compte que quand vous allez en fait demander aux gens de s'auto-supprimer, combien ça peut être dévastateur. Ça, c'est la première chose. Et pour arriver à ça, on a utilisé le droit de la fonction publique. Le droit de la fonction publique, ça n'a pas été dit mais indirectement, mais le droit de la fonction publique, vous le savez, il suppose l'obéissance. Pourquoi l'obéissance ? Parce qu'il faut assurer la continuité du service public. Or, quand on a utilisé ce droit de la fonction publique, on l'a utilisé de telle manière que c'était dans une entreprise privée qui poursuivait des buts privés. Et donc, en fait, on disait aux gens, ben voilà, c'est simple, tu gardes ton statut, tu gardes ton salaire, tu es à Lyon, mais demain, dans 15 jours, tu dois être à Hasbrook. Tu déménages et tu ne peux rien faire autrement.
Vous voyez? Donc je résume à peine. Et enfin, troisième chose, en fait, cette obligation de déménager, ces vicissitudes qu'on a fait supporter aux gens ont été extrêmement difficiles. Avec, je dirais, ça a été très bien expliqué, une situation où on a mis, en fait, on a attribué des primes à ceux qui faisaient partir le plus de monde. La prime variable des cadres reposait sur le taux de décrutement. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mettait en place des outils et les gens qui voulaient en fait garder leur rémunération devaient faire sortir le maximum de gens. Donc c'était une chasse à l'homme quelque part. On a eu une chasse à l'homme qui s'est mise en place. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les dirigeants ont été dressés. Maître Tessonnière l'a bien expliqué, on a déculpabilisé les gens à l'avance pour les amener effectivement à mettre en place des plans de réduction par tous les moyens avec une chasse à l'homme. Voilà, tout ça je tenais à le dire. Je tenais aussi à dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été dans le film, par exemple Brigitte Flebret qui est sur Grenoble et qui aurait pu être dans le film parce qu'elle a joué un rôle important avec les médecins du travail. Bon, mais c'est vrai que les choix en 1h30, on pouvait pas, le réalisateur ne pouvait pas tout mettre. Voilà, donc je tenais à le dire. Alors si vous avez des questions, je pense qu'il y en a. On va pouvoir effectivement répondre. Alors, vous avez Maître Tessonnière, vous avez Patrick Ackermann, vous avez Michel Debout, vous avez le professeur Amadieu, vous avez Sébastien Crozier, Daniel Linhart, François Demarche et Jean-Pierre Bloch qui peuvent répondre à vos questions, moi aussi peut-être éventuellement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez la volonté de poser une question, de vous exprimer. Alors, simplement, n'allez pas trop loin dans les discussions, parce qu'on a un temps compté, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, ici, là, le premier qui lève la main. Éric. Vous pouvez vous présenter, hein, si vous le souhaitez. Bonsoir à tous. Je remercie Jean-Claude et Marc pour la présentation et puis pour le film. Je suis Éric Gerchel, je suis délégué syndical chez Dassault Systèmes CFE-CGC. Je connais donc Sébastien en termes de personnes. Mais moi, j'ai juste une toute petite question. Sur le banc des prévenus, il en manquait un. C'est le ministre de l'économie, l'État, actionnaire principal. Pourquoi il n'a pas été cité à comparaître? Qu'est-ce qui répond? Patrick, tu réponds? Vas-y, rapidement. Oui, c'est une question difficile là, que vous me posez. On est dans un domaine qui est quand même très strictement balisé, c'est celui du droit pénal, dans lequel il faut démontrer des agissements très précis qui tomberaient sous le coup de la loi. Et donc, les dirigeants de l'entreprise, manifestement, étaient des responsables pénalement, et il aurait été très difficile d'échapper à leurs responsabilités. L'État, les liens de l'État et de l'entreprise, c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus complexe. Donc, le parquet ne s'est pas orienté dans cette voie, les juges d'instruction n'y sont pas allés non plus, et par voie de conséquence, on n'y est pas allé non plus. Il faut bien voir quand même que dans un procès pénal, il y a un problème de faisabilité qui se pose. Ce n'est pas un choix comme ça, sans limite, qui est offert aux parties civiles ou au parquet. Il y a toujours un rapport entre l'efficacité de ce qu'on va faire et le résultat qu'on espère obtenir. Et donc, il y a des obstacles qu'on préfère éviter de se poser parce qu'ils ne sont pas absolument nécessaires à la démonstration qu'on voulait faire. Mais sinon, dans l'absolu, vous avez raison. Pour ma part, pour répondre à la question, j'ajouterai deux choses. Moi, on a été choisi donc en septembre 2009 et bien sûr en tant qu'expert mandaté donc après avoir gagné l'appel d'offres, on a dû voyager aussi pas mal dans les hautes sphères de l'État entre les différents ministères, le Premier ministre, etc. Bon. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même une lutte d'influence assez remarquable entre d'un côté Darcos, qui était le ministre du Travail, qui a joué un rôle important, je pense, et puis Bercy, qui, elle, était en fait garante, on le voit dans le prix qui est remis, hein, garante des dividendes qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc il y avait, en fait, entre l'ordre social, l'intervention du ministère du Travail, qui est très bien rappelée par Sylvie Catala, et puis de l'autre côté, les finances, qui assurent la trésorerie de l'État, il y avait une dualité. Voilà. Donc ça a été effectivement traduit.
Ça s'est traduit par un retard, je pense, dans l'intervention de l'État, parce que en fait, ça rapportait quand même. Et puis, deuxièmement, ça s'est traduit par le fait qu'à un moment donné, il a fallu faire appel à des experts comme Technologia pour pouvoir avoir, en dehors de l'entreprise et en dehors des pouvoirs publics, je dirais, la goutte de vinaigre qui a permis de décanter et de trouver et d'avancer dans les solutions. Une autre question peut-être ? Oui. La personne qui parlera après, si elle se lève la main, comme ça on lui donnera un micro, on gagnera du temps. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Anusan Hum, je suis un camarade de Patrick Ackerman parce que je suis de Sud PTT, mais j'étais anciennement dans le groupe Iliad, donc le concurrent de Orange. Et juste très rapidement, on a réussi nous aussi en 2019 et récemment en cours de cassation en janvier 2023 de faire condamner Angélique Girard qui était la DRH du groupe. Il y avait un rapportage caché investigation là-dessus. Et c'est effectivement grâce au concours de l'inspection du travail et des experts mandatés qu'on a pu condamner Madame Girard. Alors malheureusement à cette époque-là, c'était pas pour harcèlement moral, même si c'en était, c'était pour entrave au CE pour avoir diminué les effectifs de 700 salariés à 300 salariés en 3 ans, sans aucun plan, rien du tout, juste par des départs, par de la pression. Aujourd'hui, je suis dans le groupe qui s'appelle Connecta, qui est sous-traitant d'Orange en particulier, et où effectivement mes collègues de Chalon-sur-Saône qui sous-traitent Orange également sur Carmo, ils ont des conditions de travail délétères venant du client Orange, donc je comprends totalement ce qui est en train de se dire. Et aujourd'hui, ce matin, j'étais en grève avec mes collègues, parce qu'on est nous à Gennevilliers. L'inspection du travail a fait une mise en demeure sur les RPS. L'entreprise et le groupe a contesté. On n'a pas lâché l'affaire. On a eu des expertises, dont celle de Technologia sur le risque grave, qui a permis à ce que la direction générale du travail a maintenu la mise en demeure de mon entreprise qui se termine ce mois-ci. Donc on verra si elle ira sur un PV de infraction. Donc en fait, on est une petite structure. Là, on est passé encore à moins de 100 salariés. Et encore 10 ans, j'étais 800. Mais l'entreprise continue ses méthodes dégueulasses. Et donc moi, ce n'est pas plutôt une question. C'était plutôt peut-être après échanger avec les protagonistes qui ont aidé l'affaire Orange, notamment les avocats, parce que je pense qu'on va faire appel évidemment à mon syndicat, mais également à ces avocats qui ont su traiter cette affaire-là, parce qu'on est en train de se diriger tout droit vers ce harcèlement moral institutionnalisé. Il faut savoir que les sous-traitants, c'est un métier peu connu, on est des invisibles. La pression, elle est énorme parce que les donneurs d'ordre, ils traitent les gens pire que de la merde. Hein. C'est vraiment violent. On a des gens qui disent qu'ils veulent se flinguer, qu'ils ont des idées noires. On fait des actions avec la CSCT, on fait des pétitions pour montrer que les gens ne peuvent plus. Ils utilisent leur propre verbatim et ça, rien n'y fait. L'entreprise les laisse crever. Donc là, c'est plutôt pour dire qu'on est là et on souhaite poursuivre le combat aussi dans notre groupe Connecta. Souvenez-vous-en, parce que peut-être que vous allez vous en souvenir à la télé, parce que là, on est au bord du craquage et les salariés de mon entreprise ils sont au bord du burn-out. Et donc voilà, c'était juste pour aussi dire qu'on fait le combat, mais on aimerait bien avoir l'aide de nos camarades parce qu'on n'a pas les mêmes moyens humains, financiers et surtout, effectivement, c'est un coût humain important. Alors, merci. Christophe à droite et après au fond. Christophe, là. Pardon. Bonsoir, merci à la fois pour le film, pour la projection et pour les prises de parole. Bon, je suis médecin du travail. C'est mon 6e métier, mais je le fais par conviction. J'y suis venu par conviction. À la fin du film, plusieurs intervenants ont évoqué le fait d'utiliser la santé comme levier. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais je voudrais même demander pour les autres qui sont devant la scène, mais aussi pour les élus du personnel, parce que moi, comme médecin du travail, je suis conseiller de la direction, du personnel et des élus. J'ai quand même assez rarement des soutiens. Que font les organisations patronales ? On le sait. Que font les organisations représentatives du personnel pour vraiment mettre la question de la santé au travail, puisqu'au final, ce qui s'est passé à France Télécom, c'est de la santé. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là ? Et voilà, je suis preneur pour les réponses et pour agir. Je peux tenter de répondre. Il faut se dire quand même que la médecine du travail à France Télécom, elle est particulière parce que c'est un service internalisé avec une relation hiérarchique entre la direction, la DRH de France Télécom et puis les médecins. D'ailleurs, la médecin qui est interviewée dans le film parle de ces séances de formation où on expliquait aux médecins comment appliquer la politique de l'entreprise. Elle parlait de la courbe du deuil, ce genre de choses-là, avec des moments
de révolte. En tout cas, oui, il y a eu des démissions en France Télécom. Il y a eu une bonne dizaine de 12, tu dis, oui, de médecins qui ont démissionné dès les années 2007, 2008, 2009, 2010. Enfin bref, et avec à la fois tout le temps des lettres publiques de ces médecins-là qui s'adressaient à la presse, etc. Donc il y a eu une crise du système médical et qui a été reprise en main par la direction de manière assez violente. Donc moi je crois qu'il y a les syndicalistes dans les entreprises, en tout cas à France Télécom, on a cherché à prendre des liens avec les médecins. C'est pas toujours facile, d'autant plus dans un système où ils sont dépendants hiérarchiquement des DRH. Alors sur le reste, je peux pas trop en dire parce que c'est pas mon expérience, mais en tout cas voilà la limite qui existait à France Télécom. Oui, simplement pour repréciser sur France Télécom, il y a eu une grave crise puisque en fait la direction complètement, je dirais, exposée frontalement à la vague des crises suicidaires, les suicides en grappe, a à un moment donné mis en place un système pour que les médecins signalent, en dehors donc du secret médical, du secret professionnel, signalent en fait les personnes qui étaient à risque en fait. Donc, vous voyez ce que ça signifie. Et donc, bien sûr, les médecins, il y a une douzaine de médecins du travail qui ont refusé de rentrer dans ce système-là et qui ont préféré démissionner. Et pour autant, je peux vous assurer que les conditions, je dirais, d'emploi des médecins du travail à France Télécom, sur le plan matériel, étaient quand même excellentes. Mais alors, pour terminer, pour répondre à Christophe, je pense que la médecine du travail, pour moi, est un point d'appui, un levier pour vraiment agir en matière de prévention. Et la santé et les médecins du travail ont de plus une obligation, bien sûr, de conseil de l'entreprise, mais aussi de conseil des organisations syndicales. Donc, il ne faut pas manquer d'aller les solliciter pour trouver des points d'appui, par exemple quand il y a des risques graves, pour constituer des dossiers, voire pour nommer des experts, comme Technologia ou d'autres. Il y a de très bons experts par ailleurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, je dirais, il y ait une communauté à plusieurs voix qui parle de la situation pour mettre en débat les situations de travail. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très important. Je laisse la parole à Michel, et puis après, au fond, Laurent. Ouais. Michel Debout, j'ai été l'auteur du rapport du Conseil économique et social en 2001 qui a défini ce qu'était le harcèlement moral au travail et qui a donné lieu à la loi. Enfin, c'est d'ailleurs pas une loi, parce que c'est pas une loi au sens précis du terme, c'est une mesure d'ordre législatif et qui a repris la définition du harcèlement moral au travail qu'avait fait le Conseil économique et social. Et pour nous, la question du harcèlement, certes, c'est une question de travail, d'organisation de travail, de rapport au travail, mais c'est d'abord une question de santé. Parce que le harcèlement a des effets sur la santé mentale, sur la santé psychologique des victimes. Et ces effets peuvent aller jusqu'au risque suicidaire. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut aller jusqu'au risque suicidaire. C'est pour ça qu'il faut absolument prévenir le harcèlement moral au travail. Mais pour le prévenir, il faut que les conséquences du harcèlement moral au travail sur la santé soient reconnues en maladie professionnelle. Ça fait 20 ans que je poursuis cette bataille, après m'être un peu engagé pour la définition du harcèlement moral au travail. Ça fait 20 ans que je dis, mais il faut que ce soit reconnu en maladie professionnelle. C'est la condition sine qua non, à mon avis, pour que la question de santé soit reconnue à sa juste place. Il ne faut pas attendre que les gens en meurent pour se dire « Ah ben tiens, on aurait dû prévenir le harcèlement moral au travail ». Il faut que ce soit une obligation de l'entreprise et que donc les médecins du travail aient un levier d'action par rapport au diagnostic qu'ils peuvent faire de salariés qui seraient en situation harcelante dans leur entreprise. Oui, bonjour, Laurent Garcine, secrétaire général Aéroport de Paris d'un syndicat SAPAP. En tout cas, merci pour cette présentation de Technologia. Sur quelques scènes, Aéroport de Paris, d'ailleurs, il y a un délégué CGT qui est intervenu. Effectivement, on voit que les privatisations ont eu un impact direct sur les conditions de travail. Et un des ministres, des vieux ministres, Auroux, qui a fait des belles ordonnances à l'époque, aujourd'hui, les ordonnances Macron ont cassé cette structure, c'est-à-dire que les comités d'hygiène, santé et sécurité au travail
existe par le biais d'un comité social économique. Et on nous a multiplié les mandats. Nous, Aéroports de Paris, c'est un CSE par semaine, donc avec des multitudes de réorganisations, des multitudes de dossiers, et sur lequel notre rôle primaire, qu'on avait anciennement sur les anciennes instances, est difficile à en tout cas, à intervenir. Dernièrement, au mois de juillet, Aéroports de Paris, il y a eu un danger grave imminent sur l'entreprise qui a été lancé. Alors, je vous entends, pour la médecine du travail, on a eu peu d'appui sur la médecine du travail. Et pourtant, chaque délégué, chaque organisation syndicale ont des informations sur le burn-out de certains salariés. On alerte, on envoie vers la médecine du travail. Effectivement, la médecine du travail, elle a ce secret, en tout cas ce secret médical, mais elle nous a peu appuyés. Tu le sais bien, Jean-Claude, j'ai sollicité le cabinet Technologia pour proposer une expertise sur le danger grave imminent sur l'entreprise, puisqu'on est quand même 6000 salariés. N'est rien sorti et l'inspecteur du travail, la direction a contesté ce danger grave imminent. Et on se retrouve aujourd'hui, ça fait plouf. Et c'est malheureux parce que des salariés souffrent. Nous, organisations syndicales, nous sommes limités par quelques petits mandats. Et moi, j'entends, moi, je pense que dans la salle, et j'espère que certains vont se trouver dans des grandes entreprises ou des petites entreprises. On a entendu quelques témoignages. Mais j'espère que demain, que le CHSCT reprenne son vrai rôle, la santé, sécurité au travail, et que ce fameux article que moi je revendique de tous les côtés, qui s'appelle le 4121-1 du Code du travail, je pense que beaucoup d'élus le connaissent, et c'est quand même un atout majeur pour tout représentant du personnel et pour au moins essayer de faire plier cette direction qui devient de plus en plus rigide, et aujourd'hui on n'est plus que du matricule, et on n'est plus de l'humain. Voilà. Merci. Merci Laurent. Essayez d'intervenir en posant des questions et plus condensées, parce que sinon les gens ne pourront pas parler. Alors là et après là. Allez-y. Oui. Oui, bonjour, Jean-Michel Kiravel, je suis délégué syndical FO à l'Agence française de développement. Et nous avons eu en début d'année notre premier suicide, un collègue qui a subi une rétrogradation de fait et qui s'est retrouvé pendant 6 mois en conflit avec la direction générale. Et un jour, la direction générale a décidé de lui mettre son salaire à 0. Et le surlendemain, il se jetait sous un train. Donc, je le dis avec une certaine émotion. On a eu très rapidement, les élus, une réaction qui a été de convoquer un CSE extraordinaire, de demander des comptes, et puis quand même de dire tout de suite qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir une causalité entre cette mise à 0 du salaire et le fait. Et on a eu tout de suite une réaction très vive de la direction qui nous a fait comprendre, attention à ce que vous dites. Et ça rejoint la question que je veux poser, et qui est double, c'est qu'est-ce qui fait que cette réaction est aussi forte, et qu'est-ce qui fait aussi que nous, on a du mal à attaquer la direction sur cette thématique de la mise en danger de la santé des travailleurs. Et puis, juste, je répondrai aux médecins du travail sur ce qu'ils disaient. Que font les organisations syndicales ? Elles ont un pouvoir limité, déjà.Elles ont un pouvoir vraiment très, très limité. Et ce qu'on fait, on fait des enquêtes. On demande des enquêtes paritaires. On se fait accompagner. Technologia nous a accompagnés sur ce dossier, non pas en tant qu'enquêteur, mais voilà, en tant qu'accompagnant des salariés et des représentants des salariés. Merci. Merci Jean-Michel. Qu'est-ce qui répond ? Oui, vas-y. Je vais bien dire quelque chose parce qu'en fait, à France Télécom, on a été comme vous, confrontés à voir de plus en plus de suicides, des situations de crise individuelle très fortes et de ne pas savoir comment faire. D'autant plus qu'on ne connaissait pas trop les IRP, on venait du public, voilà, donc c'était un peu compliqué. Mais on a appris progressivement à utiliser les CHSCT avec leur capacité quand même juridique d'imposer des expertises. On a quand même fait ce travail-là. On a monté un dossier qui fait qu'après, on s'est trouvé à se poser la question du pénal. Et c'est grâce au pénal, grâce à cette loi sur le harcèlement institutionnel qu'on a pu monter un procès au plus haut niveau
des tas de débats très compliqués. Pourquoi on n'attaque que 3 dirigeants alors qu'en fait, il y a des cadres moyens, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Non, on a ciblé à ce niveau-là la politique qui ruisselait dans les services pour imposer les normes de la direction. Et ce procès a été une victoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas une solution pour vous tous. On est tous face à cette réalité qui est très compliquée de comment on fait pour réagir. D'autant plus que les CHSCT n'existent plus, enfin, plus en tout cas dans leur forme, que l'inspection du travail, qui nous a beaucoup aidés, eh ben, il y a beaucoup ils sont dans la crise aussi, il y a un gros problème, que la médecine du travail, qui pouvait être aussi un appui, eh ben, il y a un délitement de la médecine du travail aujourd'hui dans les entreprises, hein, qui a quand même que le paysage social pour les salariés aujourd'hui est quand même triste. Enfin, on a quand même des reculs incroyables qui fait que pour se défendre, c'est vraiment très compliqué. Et que par contre, le patronat, aujourd'hui, fait à peu près ce qu'il veut, et il y va franco. Donc effectivement, quand il y a un suicide, la première réaction du patron, c'est de dire si vous m'attaquez, attention, ça va mal aller pour vous. On a vu la même chose à Orange, c'est clair. Mais on a pu monter un procès d'envergure. C'est là. J'espère que ce n'est pas le dernier procès d'envergure. J'espère que le mouvement syndical va pouvoir interpeller aussi les politiques en disant attention, la loi sur le harcèlement moral institutionnel, il faut la consolider, il faut sans doute faire monter les peines qui sont liées à cette loi, puisque les patrons d'Orange ont été condamnés à 1 an de prison, alors avec du sursis, un peu de peine ferme, puis après c'est devenu que du sursis. C'est franchement, je ne vais pas dire que c'est de la rigolade, mais enfin, c'est peu de choses. Sur le principe, il y a des condamnations, mais dans la réalité, les parties civiles qui sortaient du procès en appel, je peux vous dire elles baissaient la tête, quoi. Elles se disaient, on s'est fait avoir. Nous, syndicats, on a dit, on a gagné, parce que sur le fond, on a gagné, oui, mais les gens sont abattus, les familles des victimes c'est pas possible de faire vivre ça aux gens. Donc il faut durcir cette loi-là. C'est une question d'urgence, oui. Alors je ne sais pas si c'est transpartisan au niveau des politiques, mais il faut vraiment avancer là-dessus. Après, il y a un tas d'avancées sociales à reconquérir aujourd'hui sur les CHSCT, sur la médecine du travail, sur la démocratie sociale dans l'entreprise, etc. Mais on aura l'occasion de parler, j'imagine qu'il y aura d'autres questions. Mais en tout cas, s'il y a une urgence, c'est quand même ça maintenant. Il faut que, sur la base du procès de France Télécom, il puisse y avoir un sursaut du monde syndical et du monde politique aujourd'hui, qui n'est pas en très bon état, d'après ce qu'on voit, mais en tout cas, qu'il y ait un durcissement de la loi, et ce serait un signe intéressant pour les salariés, de dire il se passe quelque chose aujourd'hui en France. Voilà. Alors, une autre question, là. Ah oui, là-bas, et après, là. Hein, là, après au milieu. Hein. Ouais, vas-y. Gérald, ouais. Oui, bonjour, Gérald Gauthier, donc FECAFO. Moi, je pose la question aujourd'hui de savoir quelle est la responsabilité des magistrats dans l'indemnisation des victimes. Ah ben ça. Parce qu'on a ces affaires chez France Télécom, on les a dans les affaires d'espionnage chez Ikea, on les a dans beaucoup d'affaires. Et aujourd'hui se pose effectivement cette question vis-à-vis de la responsabilité des magistrats quant à la réparation du préjudice. Oui, vous choisissez pas la voie la plus simple hein, pour examiner. Non, mais je comprends. C'est des questions qui se posent. Elles se posent de façon légitime. Mais j'ai l'impression quand même que la tonalité générale des interventions est profondément défaitiste. Et il y a sans doute de bonnes raisons pour qu'on ne soit pas très heureux dans la situation actuelle de l'évolution du droit. Mais je voudrais dire quand même que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, elle date des arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002. Avant le 28 février 2002, l'obligation de sécurité de résultat, telle qu'elle a été redéfinie par la Cour de cassation, eh bien, c'était tout autre chose. Et donc, jusqu'en 2002, on ne parvenait pas à obtenir la faute inexcusable de l'employeur dans des affaires de maladies professionnelles. Dans les accidents du travail, c'était possible. Pour les maladies professionnelles, ça ne l'était pas. Et il a fallu la révolution apportée par l'affaire de l'amiante pour que, enfin, on puisse progresser dans la voie de... On parlait d'indemnisation des victimes et du rôle des magistrats dans l'indemnisation des victimes. Il y a eu une évolution considérable qui s'est produite en 2002 et qui est une évolution positive. Alors, je ne veux pas charger la barque de l'autre côté.
je suis d'accord avec vous, la situation n'est pas brillante, elle est difficile, mais elle n'est pas absolument noire. Et on s'aperçoit, avec le procès sur le harcèlement moral dont on parle aujourd'hui, avec les procès concernant l'indemnisation des salariés exposés à des produits toxiques qui s'effectuent dans des conditions plus favorables aujourd'hui qu'elles ne s'effectuaient auparavant. Donc voilà, je voulais dire simplement que la situation est difficile, elle est très contrastée, elle n'est pas globalement favorable aux salariés, mais il s'est passé des choses dans la dernière période qu'on a intérêt à méditer. L'affaire du harcèlement moral en est un exemple. C'est moi? Oui, bon, donc, bonjour. Moi, je suis la présidente du syndicat de l'enseignement privé indépendant. Oui. Bon, alors je me mets debout. Bonjour. Lève-toi. Je me lève. Lève-toi. Donc, je suis la présidente du syndicat de l'enseignement privé laïque indépendant de la CFTC. On se préoccupe beaucoup de ces questions de santé au travail. On sollicite énormément les médecins du travail. Ma question est la suivante, c'est qu'effectivement, quand on a, je représente des structures d'enseignement privé qui vont de moins de 50 salariés à 100 ou 200. Donc on n'est pas dans des grandes structures, on n'est pas hyper visible, c'est difficile de défendre les gens. Et donc on est souvent confronté à des situations personnelles. Dans les situations personnelles, quand on pousse les gens à aller justement jusqu'à la reconnaissance de l'accident du travail, qu'on essaye de le faire avec le médecin du travail, on se retrouve coincé entre effectivement les deux instances de la sécurité sociale, enfin moi je l'appelle comme ça parce que je ne suis pas spécialiste, mais la reconnaissance de l'arrêt maladie ou de l'accident du travail, donc avec des salariés qui sont en détresse, qui ne sont plus rémunérés, puisqu'ils n'arrivent plus à savoir qui va s'occuper d'eux. Et du côté de l'employeur, on a un gros problème sur ce que j'appellerais la gestion du temps, de l'urgence et de la lenteur, de l'émiettement et du fractionnement des changements qui fait qu'on ne sait plus où aller et comment effectivement faire système et faire organisation. Et j'aimerais savoir donc comment on peut essayer de passer de l'individuel au collectif, parce que c'est un casse-tête incroyable, et j'avais sollicité Technologia à de nombreuses reprises, et c'est vraiment un problème pour toutes ces petites entreprises. Ouais. Bon, je ne sais pas qui répond. Michel, allez. Monsieur Amadieu. Monsieur Amadieu joue les timides ce soir. Non, moi, je ne vais pas répondre à cette question, mais simplement expliquer que à l'université Paris 1, on forme oui, à l'université Paris 1 où je suis professeur, on forme des futurs DRH. J'ose pas le dire ici, évidemment, mais ils sont ici. Il y en a plusieurs, et c'est frappant d'ailleurs dans l'affaire France Télécom, puisqu'évidemment dans les 3 dirigeants il y a le DRH bien sûr. Et puis dans d'autres interventions, vous avez mentionné également le fait qu'ils pouvaient être poursuivis. Et évidemment, ce qui est frappant, c'est que normalement, dans leur position, ils sont censés mieux être conscients que les autres de l'obligation de prévention de l'employeur, mieux connaître les problèmes qui sont posés et jouer un rôle qu'ils devraient normalement jouer dans ces affaires. Et moi, ce que je me demande toujours, et je m'arrêterai là, c'est pourquoi on n'y arrive pas mieux. Alors, un juriste, vous pourriez expliquer que là aussi, on a un peu progressé, puisqu'on voit des affaires dans lesquelles maintenant, on peut mettre en cause, et des DRH peuvent être poursuivis au motif qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Ce qui est peut-être encourageant pour le coup. Il n'y a peut-être pas assez d'affaires de ce type, mais ils ont une position. Alors on peut comprendre, ils procèdent du président. Dans l'affaire France Télécom, c'est Lombard qui décide, ou les financiers, ou le numéro 2, et pas le DRH. Mais néanmoins, alors je sais qu'il y avait eu un projet d'un DRH d'une grande entreprise, je ne donnerai pas son nom, qui voulait qu'il y ait une sorte de code éthique pour que le DRH puisse dire attendez, moi j'ai un code éthique, je ne peux pas faire ce que vous me demandez, ça va pas juste contre mes valeurs, mais je ne peux pas, pour essayer d'opposer quelque chose au président. Parce que sinon, son président, son DG va lui dire c'est comme ça. Et là, voilà. Bon, je m'arrêterai là, mais c'est, je trouve, un sujet sur lequel on pourrait peut-être avancer avec les organisations syndicales. Tout à fait. Je laisse la parole, mais simplement un complément. Ce que vient de dire Jean-François Amadieu est vraiment intéressant, parce que, si vous voulez, effectivement, les DRH ont vu leur fonction se transformer. Qu'est-ce que c'est qu'un bon DRH ? C'est une vraie question.
Un bon DRH, pour moi, c'est celui qui dit à son boss, attention, là, ça ne va pas, on roule sur les trottoirs, on va se prendre une tôle, on est exposé à des problèmes, d'autant plus qu'il y a l'obligation en matière de santé et sécurité, et qui est capable de tenir une position. Mais ces DRH-là, ils restent un an et demi dans les boîtes. Ils dégagent. En fait, les vrais DRH, ceux qui durent dans les boîtes, ce sont ceux qui ont en fait une capacité, une fluidité à échapper, je dirais, à ce rapport frontal et qui, en fait, ne jouent pas un véritable rôle de levier en matière de prévention. Que l'on voit dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. C'est en France que ça se passe comme ça. Et donc, c'est un vrai sujet. Et Christian Sanchez, pour ne pas le nommer, qui a été... Mais il devait être là ce soir, il a eu un contretemps parce qu'il a dû... Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail. Christian Sanchez était le conseiller social de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Bon. Et lui s'est battu, c'est quelqu'un qui m'est assez proche, pour faire en sorte de mettre en place un code éthique, pour faire en sorte de tenir, je dirais, une position, pour permettre, je dirais, d'avoir un référent, je dirais, éthique, déontologique, méthodologique pour les DRH, pour leur permettre de jouer un rôle, je dirais, dialectique par rapport à leur direction. Mais ça n'a pas fonctionné puisque la profession des DRH a refusé. Jean-François, qui a créé le livre noir des DRH, pourra vous le dire, hein, qui est en fait... On a un vrai sujet. Il y a d'ailleurs, cette profession des DRH est la profession qui est le plus touchée parmi les salariés en tant que risque psychosocial. Voilà, donc. Alors après, une autre question. Oui, Marc ? Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le compagnon de route, donc directeur général de Technologia depuis 32 ans. Donc, on travaille, Jean-Claude et moi, dans le même bureau depuis 32 ans. En fait, les débats qui ont lieu là m'ont toujours fait poser une question. Pourquoi des gens brillants peuvent dire de telles conneries ? Comment quelqu'un qui est peut-être sorti majeur de Polytechnique peut parler de mode de suicide ? C'est du délire total, quoi. Quand même, c'est assez surprenant, d'autant que ces gens-là ont des enfants, veulent faire en sorte qu'ils aient des... Voilà, etc. Il y a quand même une dimension humaine quelque part. Et on parle des DRH, parce que ce sont peut-être des cycles pour les DRH, mais est-ce qu'il y a aussi des cycles pour les directeurs généraux ? Et ce qui m'a vraiment... Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des mouvements dans ce sens-là. Le problème de fond, c'est l'éducation même des managers, des élites. Quand vous sortez d'une école, quand vous rentrez dans une grande école, certains l'ont peut-être su, vous rentrez à Polytechnique, premier discours, vous rentrez à Sciences Po, premier discours, vous êtes l'élite de la France. Et là, vous avez la moitié des neurones qui pètent, d'accord, ok, c'est bon, voilà, bon. Alors bien sûr qu'il y a la pression des marchés, je ne dis pas le contraire, elle est forte. Je pense d'ailleurs que la pression des marchés sera toujours plus forte que la pression juridique tant qu'on est dans ce système-là. Mais il y a aujourd'hui quand même des dirigeants, quand on les rencontre, qui ont compris un truc, c'est que lorsqu'on a un management qui se transforme en leadership, dans le sens où on n'impose pas, mais on fait en sorte que les gens adhèrent à certaines choses, lorsqu'on prend en compte les contraintes de tous, quand on construit un plan de réorganisation de ce que l'on veut, mais qu'on prend en compte les contraintes de tous, de toutes les strates, des strates de gouvernance, des strates de management, des strates d'opérationnel, et qu'on les écoute, ces contraintes, et qu'on construit en fonction de ça, autant dire que la boîte, elle se porte 10 000 fois mieux, et plein d'expériences le montrent. Et ça, je pense qu'il est très important aussi de se dire, il faudrait que ces gens, soit quand ils rentrent à Polytechnique, dans n'importe quel cursus de dirigeant, prennent conscience, du moins soit, mais vraiment travailler très très dur sur ces points-là. Simplement un complément, avant de laisser la parole à Sébastien puis après à Anne. Deux choses. Les choses changent, et je suis d'accord avec Maître Tessonnière, à tel point, par exemple, je vous donne une anecdote, mais c'est intéressant. Les anciens élèves de Polytechnique m'ont demandé, avant l'été, de préparer avec eux, pour leur journal qui est lu par 13 000 dirigeants de Polytechnique, donc une revue qui s'appelle La Jaune et la Rouge, qui est une revue de haut de gamme, de préparer un dossier sur le burn-out, et un dossier qui a eu beaucoup de succès. Voilà, donc je tenais à vous le dire. Ce n'est pas une question de gloriole personnelle, c'est simplement un témoin du fait qu'il y a des prises de conscience qui se font.
Aujourd'hui, aux États-Unis, dans les meilleures écoles ou à l'INSEAD, on commence à intégrer d'autres méthodes de management, mais il y a encore beaucoup à faire dans notre pays parce qu'il y a quand même vraiment un management qui est très vertical. Alors, Sébastien et après Anne. Et après, là-bas au fond. Oui, bonsoir à tous. Sébastien Crozier. Oui, je voulais revenir sur un sujet qui n'est pas toujours évoqué et qui, évidemment, répond à la question du pessimisme ambiant. Voir le film, c'est assez éprouvant, et en particulier pour ceux qui ont vécu cette aventure. Et encore, on n'a pas marqué dans ce film les périodes les plus violentes, puisque moi j'ai assisté à la mort en direct d'une de mes camarades qui a mis 1h30 pour mourir en se jetant du 5e étage, dans une cour rouge de sang. Donc je peux vous dire que vous êtes marqué à vie et vous savez ce que c'est. Et je remercie de ne pas avoir montré cet épisode parce que c'était très rude. Mais si en fait on est réunis ici, je pense qu'il y a 2 choses dont il faut quand même se féliciter. La première, c'est que l'histoire de France Télécom, elle a abouti à une condamnation. Quand on a commencé l'aventure, moi je salue la témérité quelque part des équipes de Sud, parce que c'était quand même l'aventure. C'est-à-dire une plainte pour harcèlement institutionnel dans un contexte comme ça, face à une armada en face. Maître Tessonnière peut en témoigner. Les frais d'avocat de la partie adverse, rien qu'en premier instant, c'est 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. L'appel, ça a dû être à peu près au moins la moitié. Ils n'ont rien payé, les prévenus. Rien. Les assurances ont tout payé. Les indemnités civiles, ils n'ont rien payé. Donc la seule chose qui est à leur charge, c'est les amendes. Donc évidemment, ça peut apparaître décevant. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont le sceau de l'infamie qui est gravé sur eux, mais ils l'ont quand même. Ils ont ce sceau de l'infamie. Et l'histoire de la maison, l'histoire de France Télécom, c'est quand même un marqueur dans l'histoire. Alors, on peut dire juridique, de social, mais objectivement, imaginez le monde et la violence sociale dans laquelle on se trouverait aujourd'hui dans les entreprises et en particulier dans les grandes entreprises si nous n'avions pas réussi, si Patrick, ses équipes, les camarades de Sud, bien sûr, la CGC à travers l'Observatoire, ce combat n'avait pas été mené. Où est-ce qu'on en serait ? Quelle violence on aurait au quotidien dans les entreprises ? De quoi parlerait-on ? Et moi, je pense que ce serait beaucoup plus violent et ce serait bien pire. Ça, c'est la première chose dont il faut se féliciter et se dire ce soir, j'ai vu un film, bien sûr c'est terrible, bien sûr on a l'impression qu'on n'a pas avancé ou on n'a pas beaucoup avancé, mais imaginez un instant qu'on est perdu. Imaginez un instant qu'on n'ait pas réussi à mener le combat et que dans toutes les entreprises, il se reproduisent les mêmes phénomènes, la même violence sociale et le sentiment d'impunité des RH. Et la deuxième chose que j'avais dit lorsqu'on a projeté une autre fois le film, et je le redis, je remercie Patrick sur son travail de mémoire. Parce que ce film, vous le voyez, mais il est un long processus d'aboutissement de beaucoup de documents qui ont été écrits, les minutes du procès, avec des intervenants, avec des écrivains, avec des artistes, etc., qui ont fait l'objet d'un petit livre, qui a été diffusé, qui est là. Ce soir, on a un film. Plus aucun dirigeant en France pourra dire « je ne savais pas » que ça finirait comme ça. Donc si un jour ça se reproduit, l'excuse ne sera plus là de « je ne savais pas, je n'imaginais pas, je ne pouvais pas imaginer ». Et ce travail de mémoire est absolument exceptionnel. Il a coûté des années de la vie de Patrick. Il a coûté du temps à tout le monde. C'est un travail exceptionnel. Et ce devoir de mémoire, on en profite tous. On en profite tous parce qu'on peut le diffuser, on peut en parler, on peut en faire prendre conscience et on peut faire progresser la société. Les lois, ce n'est au final que l'inscription du rapport de force entre le capital et le travail. Donc, grâce à ce travail de mémoire absolument colossal, on a énormément avancé dans ce rapport de force entre le travail et le capital. Voilà. Et moi, je voudrais qu'on applaudisse Patrick pour le travail qui a été conduit et l'ensemble et bien sûr de l'organisation. Merci. Alors, Anne, je laisse la parole à Anne. Bravo, Patrick.
Moi, c'est Anne Dardot. C'est un témoignage, en fait. Parce que j'ai vu que ça à EDF en 2000-2001. Et là, effectivement, je vois, grâce au film, tout l'aspect système. C'est-à-dire, on commence par vous dire, bon, vous êtes un peu vieille et tout, on va vous proposer une promotion parce que, voilà. Et ce qui fait qu'on vous sort de l'endroit où vous êtes avec des gens qui peuvent vous appuyer et tout, vous amène dans un endroit très nouveau. Bon, moi, j'étais dans l'informatique, donc dans un endroit rempli de jeunes où pas deux n'ont le même employeur. Parce que là aussi, moi j'étais EDF et tous ces jeunes aspiraient à être EDF et chacun était dans une boîte différente et on leur disait, vous voyez l'obstacle, la vieille là, eh bien elle a le statut et vous le refuse. Et donc il faut que vous fassiez quelque chose pour qu'elle dégage. Et c'était dresser les gens les uns contre les autres. Jusqu'au moment où, effectivement, il y a quelqu'un de très charitable qui vous dit alors en fait, ça ne va pas du tout, l'ambiance elle n'est pas bonne. Écoutez, carrément, on vous met au placard, c'est-à-dire, vous êtes cadre informatique et on vous dit, regardez, venez voir, il y a une pièce là, elle est remplie de vieux ordi. Il faut les laver, les nettoyer, les vider de leurs données et les vendre au personnel pour que ça rapporte un peu. Voilà, on vous laisse dans cette pièce, démerdez-vous, parce que vous savez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous à votre âge? Mais je me permets de vous le dire, parce que comme vous avez la sécurité de l'emploi, on ne peut pas vous virer. Donc, au continuera, vous le payez. Mais allez dans ce placard. Et donc après, on culpabilise, dépression nerveuse, effectivement, médecine du travail, médecin sympa qui me dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas rester comme ça. À un moment, je dis, moi je m'en fous. De toute façon, je me suicide sur le lieu de travail. Ils seront bien obligés de reconnaître un accident professionnel. Et ça leur tombera sur la tronche. Là, elle m'a dit, je ne crois pas que ça sera gagné. Puis elle m'a dit, écoutez, allez voir votre médecin et arrêtez-vous. Et elle me convoquait et elle me disait, mais est-ce que vous êtes allé voir le médecin? Prenez des médocs, mais n'allez pas jusqu'au bout, parce que de toute façon, ce ne sera peut-être même pas un accident du travail. Donc, vous aurez tout perdu. Et donc, c'est un truc... Alors moi, par contre, à la fin, ce à quoi je pensais, c'est qu'on a quelque chose de très nouveau, c'est qu'il faut qu'on aborde de manière transverse la situation au travail, puisque on a maintenant des gens qui n'ont plus les mêmes employeurs, qui bossent ensemble, qui sont amenés à faire le même boulot, mais chacun dépend d'un employeur différent. Et donc, il faut qu'on trouve des structures ou même des systèmes de loi qui nous permettent d'attaquer quand même et d'avoir cette force collective. Merci Anne. Alors là-bas, le temps qu'on amène le micro, je voulais simplement dire une chose. Hier, je dînais avec le responsable d'une très grande fédération, la première fédération du BTP, CGT d'ailleurs, et qui me disait qu'ils avaient constaté qu'il y avait 21 niveaux de sous-traitance dans le BTP. 21 niveaux de... Alors, c'est un peu exceptionnel parce qu'en général, on est entre 5 et 8, mais 21 niveaux. Vous voyez, donc ça signifie au niveau des risques... Vas-y. Oui. Merci Jean-Claude, merci pour ce film aussi magnifique que dramatique et qui parle à tous les délégués syndicaux qui sont présents dans la salle. Je m'appelle Jean-Marc Dubo, je suis délégué syndical du groupe Transdev. Il y a 12 ans, on a vécu une fusion avec un groupe qui s'appelle Veolia. Je vous la fais courte, il y avait 2 sièges sociaux, il n'y en avait plus qu'un à l'arrivée, et donc un fauteuil pour 2 pour pas mal de mes collègues. Il y en avait un que je suivais un peu plus particulièrement, qui était là dans le groupe depuis 30 ans, et je l'ai vu disparaître psychologiquement avant de disparaître physiquement, puisqu'il s'est pendu dans la chambre d'hôpital dans laquelle il avait été admis pour dépression nerveuse. Mais, et au fur et à mesure que je discutais avec lui, il me disait de jour en jour, je suis mal sapé, je suis vieux,
je ne parle pas bien anglais. Il paraît que je ne connais plus les dernières normes. Et progressivement, comme ça, il a disparu. Donc, Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors ma question s'adresse un peu directement à Maître Tessonnière, ou en tout cas aux avocats, puisqu'au bout du compte, en tant que délégué syndical, il ne nous reste que la loi, en réalité. Donc, comment ça s'appelle ça, si ce n'est pas une mise à mort? Alors certes, vous me direz, ce n'est pas une batte de baseball, ce n'est pas un coup de poing, mais finalement, vous voyez progressivement des personnes perdre totalement l'estime de soi, disparaître, je dis bien disparaître psychologiquement, et il n'y a plus d'âme, vous voyez des corps sans âme. Ouais. Voyez, et pourquoi ne pas oser nommer ça homicide, involontaire peut-être, mais homicide? Parce que on sait pertinemment que quand on fait ça, on démolit une personne, on la met à mort. Merci. Maître Tessonnière va répondre, mais je pense qu'il va faire un peu la même réponse qu'il a faite tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, mais deux mots simplement. Je crois que vous avez très bien décrit ce qui s'est passé. Moi, la dégradation de l'état de santé progressive et la mort qui vient finalement clôturer cette tragédie, je pense que c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors, le problème, c'est... Je vous remercie pour la citation de Camus, elle est très belle, et il faut s'en souvenir. Mais le problème, c'est après, quelle est la qualification, si on rentre sur le terrain, qui est le terrain juridique. Et je crois qu'on l'a indiqué tout à l'heure, bien sûr qu'il y a c'est homicide involontaire. Enfin, c'est une des qualifications possibles. Et quand on a déposé plainte, d'ailleurs, on a déposé plainte pour homicide involontaire. Mais en même temps, quand il a fallu choisir, d'abord, on a vu l'opportunité de faire un grand procès du harcèlement moral en mettant en avant une originalité que les procédures pour homicide involontaire n'avaient pas, c'est-à-dire qu'on pouvait considérer, et on a gagné devant le tribunal d'ailleurs, que l'effet du harcèlement moral était un effet collectif et concernait l'ensemble du personnel de France Télécom. Et dans le jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel, le tribunal a dit, eh bien, c'est un dossier dans lequel il y a 100 000 victimes de harcèlement moral. Tout le monde a été... il y a un impact, c'était la théorie du ruissellement dont on a beaucoup parlé, mais les pratiques de harcèlement moral ont impacté l'ensemble du personnel de l'entreprise. Et donc là, on avait une dimension collective que l'homicide involontaire ne pouvait pas nous donner. Et donc ça a été un des éléments de choix. L'élément déterminant, je crois que c'est indiqué dans le film, c'est que, bien entendu, l'angle d'attaque des avocats de la direction, si on avait choisi l'homicide involontaire, c'était de mettre en avant les difficultés personnelles rencontrées dans la famille ou ailleurs par les membres du personnel qui s'étaient suicidés et entrer dans un débat qui était complètement délétère et insupportable pour les victimes, pour les familles des victimes notamment. Parce que l'enjeu dans les affaires de suicide, l'enjeu pour les familles, c'est de démontrer qu'elles ne sont pas coupables de la mort de leurs proches. Et si l'ambiguïté de certaines situations faisait que le tribunal concluait que dans tel ou tel cas, et ça aurait été sans doute le cas, dans tel ou tel cas, il n'était pas possible de condamner l'employeur, alors les familles concernées se seraient senties concernées par la condamnation qui n'avait pas été prononcée à l'égard de l'employeur. Donc c'était extrêmement périlleux à gérer devant le tribunal. Et c'est une des raisons, enfin je pourrais en donner d'autres, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été conduits à privilégier le harcèlement moral, qui rendait encore une fois la dimension collective de ce qui s'était passé et qui mettait à l'abri les familles de propos qui auraient été dévastateurs pour elles. Voilà. Merci Jean-Paul. On va passer là-bas, une question là-bas. Simplement, le temps qu'on parte le micro, qu'on soit clair,
la décision, même en appel, a eu quand même des effets remarquables. Moi, je l'ai vu dans mes discussions avec les dirigeants des boîtes, parce que c'est mon métier d'aller les voir, de discuter avec eux, d'essayer de faire en sorte que, je dirais, on ait une meilleure prévention des risques. Je peux vous assurer, et je parle humblement, que ça a vraiment été une onde de choc dans tout le top management. Dans tout le top management. Encore une fois, il n'y a pas très longtemps, je mangeais avec un DRH d'un grand groupe. Et il m'accueille, il me dit je vais t'en raconter une et tout. Bon, c'était avec quelqu'un avec qui j'ai traité l'affaire Renault, qui s'appelle Jean-Christophe Sibéras, que vous connaissez peut-être. On a traité le dossier et il me dit j'ai rencontré quelqu'un hier que tu ne connais pas, mais qui était effondré parce que, en fait, les élus du personnel venaient de nommer Technologia chez lui. Voilà. Pour vous dire, parce qu'il pensait qu'effectivement, on allait encore une fois rejouer le coup de Lombard. Bon, c'est vrai que très souvent, dans les actions que nous menons, il faut dire les choses comme elles sont, quand vous avez des gens qui sont harceleurs, soit sur le plan moral, soit sur le plan sexuel, et que nous, on intervient, en général, ils sont en haut du toboggan, ils vont en bas du toboggan. Mais c'est comme ça. Mais en clair, on n'est pas nous, on recherche véritablement dans les entreprises à faire en sorte de faire en sorte que les situations de travail reviennent vers un travail sain et sain. Alors là-bas, très bien, merci. Donc Karima, je suis avocate au barreau de Paris et je voulais réagir à une question qui a été posée, je pense, dans cette zone-là concernant la responsabilité des magistrats. Alors en fait, et ça rejoint la question de la sanction, on a beaucoup évoqué la question de la responsabilité de la sanction, je pense que la réponse, elle tient en 3 mots, dommages et intérêts punitifs. Dans le droit français aujourd'hui, il n'y a pas ce principe de dommages et intérêts punitifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va devant des juges, et en particulier des juges civils, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Vous nous démontrez le préjudice et on vous indemnise. En France, la moyenne en matière de harcèlement moral, parce qu'on a un outil de travail, notamment en tant qu'avocat, ça s'appelle Prédictis, donc ils prennent toutes les décisions judiciaires en France et ils vous disent voilà la moyenne des dommages et intérêts, un peu la méthode Macron sur les indemnités de licenciement, mais version harcèlement moral. C'est 5 000 €. C'est 5 000 €. Allez dire ça à des personnes qui sont en 3 ans d'arrêt maladie, qui ont failli passer par la fenêtre, qui sont en invalidité, qui n'ont plus de carrière professionnelle, qui ne vont pas y retourner, on leur dit c'est 5 000 €. Qu'est-ce qui se passe dans les négociations? Parce que quand il y a des négociations entre avocats, vous doutez bien quand on doit attendre 5 ans, parce que ça on peut y revenir aussi, la question des moyens de la justice, les juges n'ont pas les moyens de rendre une bonne justice et une justice rapide. Eh bien, dans les négos, c'est quoi? Les avocats en face, les employeurs savent quand ils ont fait du harcèlement moral. Leurs avocats leur disent, l'écrivent, mais ils se disent quoi? Ils disent, ça coûte combien et combien d'années? 5 ans, c'est bon, on provisionne. 5 000 €, j'y vais. Et donc, en transaction, ça se traduit par pas grand-chose. Et donc, les gens ont effectivement une énorme frustration, mais elle est liée à ça. Donc, le fin fond du sujet, c'est d'introduire en droit français la notion de dommages et intérêts punitifs. Quand on arrivera à une situation où ça coûtera tellement cher et ça se chiffrera en pourcentage du chiffre d'affaires, par exemple, si on voit ce qui se passe dans les pays de la common law, eh bien là, il y aura une réaction. Et quand on évoquait la question des DRH, oui, il y a une prise de conscience, ça commence à venir, on peut avoir plein de prises de conscience, ce qui compte, c'est d'agir derrière. Quand ils veulent agir et qu'ils font effectivement remonter l'alerte et que les avocats écrivent « oui, oui, attention, tout ça, c'est du harcèlement moral », qu'est-ce qui est dit tout en haut de la chaîne? Combien ça coûte? How much? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. 5 000, 10 000, on y va. On ne va pas se prendre la tête pour 5 ou 10 000 €. Et donc, tant qu'on n'inversera pas ce sujet-là, tant que ça ne coûtera pas cher d'harceler, eh bien, il n'y aura pas de changement. À cela, il faut ajouter effectivement la question des moyens de la justice, c'est une évidence. Si on attend 5 ans, effectivement, et encore 5 ans, voilà. Et je laisse de côté la question des dommages-intérêts punitifs, qui pour moi est le point fondamental du sujet, étant précisé qu'il y avait eu un projet de réforme du droit des contrats en 2016 de mémoire, et que ce sujet avait été posé sur la table, mais qu'il a été retiré par la suite. Le deuxième point que je voulais évoquer, Jean-Claude, c'est parce que tu l'as évoqué tout à l'heure sur le sujet de France Télécom. Il y a effectivement le sujet du droit de la fonction publique, qui est très clairement au cœur du sujet,
Et ce que j'ai vu, moi, et là je ne développerai pas, mais ce que j'ai vu là et qui continue tous les jours d'arriver sans que personne ne dise quoi que ce soit, c'est ce qui se passe au ministère de l'Intérieur. Champion. Là, j'ai envie de vous dire, les fonctionnaires de police, ce que j'ai vu là, ce que je vois là, et encore cet après-midi, j'étais avec un fonctionnaire de police qui me parlait de sa situation, c'est très très grave. Et il n'y a pas de procédure judiciaire quand on est fonctionnaire de police ou dans la fonction publique. Pourquoi ? Parce que les juridictions administratives, c'est la catastrophe. J'ai envie de dire, ça ne va pas vite, les décisions sont très mauvaises, l'indemnisation, ce n'est pas 5 000 €, c'est éventuellement 1 500 € si vous arrivez jusqu'au Conseil d'État, et on attend. Et donc, du coup, il n'y a pas de moyen pour avancer. Donc, tant qu'on n'ira pas sur ces deux leviers, la sanction indemnitaire et la sanction judiciaire, c'est-à-dire les moyens de la justice, malheureusement, on continuera à en parler, malheureusement encore trop longtemps. Bonjour. Alors, après quelques mandats de délégués syndicales, et aujourd'hui donc secrétaire d'une union départementale, et en résonance avec la prise de parole juste avant, très intéressante. Une question qui s'adresse peut-être plus à la personne qui forme des DRH. Et parce que je suis très attachée aux mots, peut-être qu'en renommant les directeurs de ressources, des responsables du personnel par exemple, ou autre chose, mais c'est-à-dire avec le terme de personne, vraiment, et de responsabilité de la personne, et pas de diriger une ressource. Oui, j'entends, il y a ressources humaines, mais il y a ressources. Il y a aussi ressources. Et avant, c'était pas ça, voilà. Donc, mais voilà, c'est... Et puis, j'ai peut-être tort, hein, c'est pas grave, hein. On est là pour échanger, mais je pense que les mots sont importants et qu'on glisse, que cette utilisation des mots, on le voit dans toute la société. Oui, s'il vous plaît, simplement une chose aussi. Il y a une autre chose, parce qu'on a entendu médecine du travail, inspection du travail et la magistrature. Il y a une attaque en règle de tout corps indépendant, et sans doute que cela aussi, y compris les organisations syndicales d'ailleurs, beaucoup. Donc, et cela aussi, sans doute, participe de cette difficulté. Et dernière question, comment nous aider à ce qu'on puisse poursuivre ce tissage de réseau qui, même avec des nuances, permettent en tout cas d'aller dans un sens, c'est de rompre avec ce renversement de rapport de force qu'on vit depuis quelques années, pour reprendre le rapport de force, en tout cas en faveur d'une société plus humaine pour le coup. Merci, bonsoir. Xavier Boutet, délégué syndical Force ouvrière pour le groupe OGF, premier opérateur funéraire français. Moi, je tenais à vous féliciter pour ce que vous avez fait. C'est déjà de l'histoire parce que ça remonte à 2-3 décennies, j'ai bien compris, le début de l'histoire. Mais moins vous l'avez fait, vous avez une victoire et elle n'est pas minime. Et ça servira. Ça sert certainement déjà aujourd'hui. Donc ma question est simple, c'est que nos DRH qui travaillent en groupe, en club, qui discutent entre eux, et nos dirigeants de grandes sociétés, quelle limite votre victoire leur a donné, ou quelle forme d'adaptation dans leur envie de pressurer au maximum le personnel au profit du profit, parce qu'on en est toujours là dans les grands groupes, hein, et on n'est pas devenu plus social dans le management pour autant, mais vous avez certainement mené de limites dans ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc, est-ce qu'on est capable de déterminer aujourd'hui quelle adaptation ces services DRH sont capables de prendre pour pas contourner, mais arriver borderline sur les limites que vous avez imposées? Jean-François, donc Michel,
aux questions qui ont été évoquées, mais rapidement. Parce qu'il faut... Oui, très très vite. J'ai toujours trouvé que l'expression ressources humaines était très malheureuse, mais elle s'est imposée au plan international partout et depuis très longtemps à la place de directeur du personnel avant. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, dont acte. Il n'y a rien à dire de plus. Il faudrait effectivement changer cette terminologie. Je suis d'accord. Oui, on a abordé la question du prix du dommage. Il faut savoir que la société, au-delà même des entreprises, au-delà des DRH, au-delà même des organisations syndicales, on accorde beaucoup plus de prix au physiologique qu'au psychologique. Et même parfois, on le met en doute, le psychologique. Il se trouve que j'ai fait le rapport du Conseil économique et social, un autre rapport, mais un peu plus tôt, sur le suicide. C'était la première fois qu'une assemblée s'intéressait à la prévention du suicide dans notre pays, alors que dans d'autres pays européens, ça faisait 30 ans, 40 ans qu'on ne le faisait, pas en France. Eh bien, même des organisations syndicales considéraient, mais ils m'ont dit, au départ, après, évidemment, on a progressé ensemble, mais ils m'ont dit, mais le suicide, c'est une question philosophique, c'est une question morale, c'est une question religieuse. Ce n'est pas une question au travail. Pourquoi voulez-vous que le Conseil économique et social s'intéresse au suicide? Voilà où on en était il y a 30 ans. Donc quand même, on a progressé. Mais dans un dommage, par exemple, quelqu'un a un accident. Il a un accident, il a du mal à plier le genou. Alors ça va avoir de la valeur. Mais s'il est déprimé, s'il pense à se suicider, ça n'a aucune valeur. Voilà où on en est, si vous voulez. Et donc, il faut absolument que le regard que la société elle-même pose sur la question de la détresse psychologique change. Et il faut que ça change aussi dans nos propres têtes. Parce que parfois, on met en cause, on dit « Ah oui, mais évidemment, il a ses problèmes. Mais avant, on sait bien, dans son enfance, il avait peut-être eu, je ne sais pas, un papa ceci, une maman cela. » Enfin, toutes les raisons pour ne pas prendre en compte le dommage psychologique que certaines organisations du travail peuvent faire. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance en maladie professionnelle. C'est essentiel. À partir de là, personne ne pourra dire non, ils ne sont pas responsables. Ouais. Merci Michel. Pour compléter ce que dit Michel, moi, en fait, deux choses. Et puis après, je laisserai la parole. La première chose, ce que j'ai constaté depuis 1997, parce que c'est à partir de 1997 qu'on a commencé à travailler sur les crises suicidaires avec imputation professionnelle, c'est que le suicide, quand il intervient, il est le témoin d'un mal-être, d'une douleur, d'une souffrance globale. C'est un peu comme quand vous avez un pic de pollution. Quand vous avez un pic de pollution dans une ville, par exemple, ça signifie qu'il y a une pollution globale. Eh bien, le suicide est devenu un témoin de la souffrance dans les collectifs de travail. Ça, c'est la première chose que je tenais à dire. La deuxième chose, Michel a tout à fait raison, d'ailleurs on a beaucoup travaillé ensemble sur ces sujets-là, tant que les coûts, je dirais, indirects qui résultent d'un management délétère ne seront pas assumés par les employeurs, tant que ces coûts indirects seront socialisés à travers l'assurance maladie, il est évident que ça ne changera pas. Voilà pourquoi, par exemple, avec Michel, on a combattu pour faire en sorte que le burn-out, l'épuisement professionnel, soit reconnu au titre des maladies professionnelles. À ce jour, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Il y a eu des progrès, mais ce n'est pas encore cela. C'est-à-dire que quand vous êtes quelqu'un est épuisé professionnellement, parce qu'on l'a conduit à cela. Je ne rentre pas dans le détail, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus à cette heure-là, mais lorsque quelqu'un, je vous renvoie d'ailleurs à un excellent livre que j'ai publié là-dessus, sur le burn-out, idées reçues sur le burn-out au Cavalier Bleu. Mais bon, pour vous dire simplement que quand les gens sont fragilisés, qu'en fait ils tombent véritablement en maladie, aujourd'hui pour se faire reconnaître au titre des maladies professionnelles, c'est un chemin de croix. Quand vous êtes, par exemple, victime d'une dépression due à un harcèlement ou due à un épuisement professionnel, vous allez être avec un taux d'IPP d'environ 15%. IPP, c'est une professionnelle permanente. Donc, pour pouvoir être reconnu, il faudrait que vous ayez 25%. Aujourd'hui, il n'existe pas, en clair, de tableau pour les maladies professionnelles d'ordre pathologique, les pathologies psychiques liées au travail, donc, ne sont pas reconnus au niveau des tableaux. On pourrait en avoir, mais on n'en a pas. Donc, il faut passer par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour pouvoir simplement instruire le dossier. Par exemple, vous êtes victime d'un burn-out, vous voulez vraiment déposer un dossier pour vous faire prendre en charge, parce que c'est intéressant de se faire prendre en charge, parce que
en termes d'argent, en termes de dépenses au niveau des hôpitaux. Si par exemple vous ne retrouvez pas de travail, si vous n'arrivez pas à retravailler, vous avez une rente. Bon, donc la qualification maladie professionnelle est très importante. Mais pour pouvoir parvenir à cette qualification en maladie professionnelle, il faut donc se faire instruire au niveau du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et là, c'est très compliqué. On va vous demander d'avoir un taux d'IPP de 25%. C'est-à-dire qu'on a mis les radars tellement haut que toutes les victimes, qui sont plutôt entre 10 et 15%, en fait, passent en dessous. Je ne sais pas si Gérard Sebaoun est là, mais il est peut-être parti. Bon, Gérard était ancien député. On avait mené un combat ensemble. Il a sorti un rapport en février 2017, juste avant le changement de mandature, pour faire en sorte de baisser les taux de 25 à 10%. Sauf que, bon, c'est arrivé trop tard. Après, il y a eu un changement de majorité. Et en fait, Macron est arrivé. On n'a pas pu faire changer la loi. Mais globalement, si on descendait les taux de 25 à 10%, on permettrait de reconnaître au titre des maladies professionnelles à peu près 50 000 personnes chaque année. Et donc, si on fait reconnaître 50 000 personnes chaque année, ça veut dire que l'on va avoir un coût financier pour l'entreprise qui va être réintégré dans les comptes de l'entreprise, et ça obligera les managers à intégrer cette dimension dans leur management. C'est ça le vrai sujet. Et bien sûr, c'est un sujet qui n'est pas facile, hein, à tel point qu'on a dû mener des combats, etc. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est ce qui a été dit par Jean-Paul Tessonnière, maître Tessonnière, c'est qu'il faut effectivement durcir la réglementation en matière de harcèlement. Moi, j'ai des cas où j'ai eu des gens qui étaient harcelés, qui avaient harcelé moralement, harcelé sexuellement, ils sortaient de l'entreprise, 6 mois après, ils recommençaient. Quand vous êtes pédophile, on vous interdit d'être en contact avec les enfants quand vous êtes condamné par pédophilie. Moi, je suis pour que quelqu'un qui a été condamné pour harcèlement moral ou pour harcèlement sexuel soit interdit de management après. Et ça serait compris par les managers. Parce que ça, ils comprendraient qu'après, ils se tirent une balle dans le pied s'ils sont dans une logique, en fait, de harcèlement. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et là, il faut encore évoluer. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'évolutions à faire. Il faut combattre jusqu'au bout, garder courage, on va y arriver. Et par contre, je passe la parole à Daniel et après à l'homme de l'art qui est ici, qui va prendre la parole en finale. Pour faire un peu le lien, parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé, c'est très très important, technicité judiciaire, syndicale, bon, et effectivement c'est très très important. Mais ce que je trouve peut-être encore plus important, c'est cette bataille qui a été menée par les deux syndicats Sud et CGC, et qui a véritablement contribué à faire considéré comme un harcèlement institutionnel, un harcèlement moral, mais institutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est considéré par la justice que ça fait partie d'une stratégie managériale que de passer par le harcèlement pour aboutir à des résultats voulus. Donc je pense que c'est un grand pas en avant pour une bonne raison, c'est qu'en France, on a une opinion publique qui est extrêmement réfractaire, et de plus en plus réfractaire en tout cas, à la critique de la modernisation managériale de plus en plus tendue vers la rationalité néolibérale de rentabilité à court terme. Et il y a le sentiment partagé en France par l'opinion publique que les Français sont plutôt frileux par rapport au travail. Enfin, on a beaucoup de preuves, on a eu beaucoup d'émissions par les médias, la télévision. Souvenez-vous de 1994, Vive la crise, où Yves Montand disait « c'est très bien, ça va remettre un petit peu les Français face à leurs responsabilités, il faut qu'ils travaillent ». Mais oui, mais après il y a eu Raffarin qui était au Québec et qui a dit « il ne faut pas que les Français considèrent que la France c'est un grand territoire de Luna Park et de Disneyland ». Après il y a eu la réhabilitation de la valeur travail dans la campagne de Sarkozy, et sans arrêt, et l'opinion publique marche là-dedans, considère que les fonctionnaires ne foutent rien, non mais tu sous-estimes la manière dont l'opinion publique est travaillée par les médias, par les politiciens, pour considérer qu'en France, on n'a aucune légitimité à se plaindre du travail, parce qu'on a les 35 heures, parce qu'on a un code du travail extrêmement obèse, comme ils disent, on a trop de garanties, il faut aller voir en Inde, il faut aller voir comment ça se passe dans les pays émergents, et
Et le film, comme d'abord, ce qui a été mené par les syndicats pour mettre véritablement en évidence et faire la démonstration scientifique établie, argumentée, documentée par des experts qu'il y a harcèlement institutionnel, que ça fait partie des stratégies, que même des présidents ont été félicités par Wörth, ont eu des prix pour ça. Je trouve que c'est un progrès énorme. Non, mais c'est un pas en avant. Et le film, alors c'est pour ça que je faisais la transition avec toi, je trouve que c'est quelque chose de formidable d'avoir cet outil-là. Alors, qui parlait de mémoire? Je crois, c'est vous. Ouais, c'était très important, mais je crois qu'il faut vraiment le faire connaître pour montrer que même la justice reconnaît qu'une stratégie managériale, c'est de déstabiliser, de maltraiter les salariés pour obtenir d'eux ce qu'on veut. Alors ça, je trouve que c'est extrêmement important. C'est le premier film qui montre ça de façon aussi nette, aussi claire. Et c'est grâce au procès, c'est grâce à ce qui avait été instruit par les syndicalistes. Arrête, juste 2 mots. Et c'est grâce aux témoignages et grâce aux plaidoiries, pardon. Donc, mais là, on a quelque chose qui existe et qui peut contribuer à faire prendre conscience, notamment à l'opinion publique, que le travail peut être un lieu de maltraitance. Comme toi, tu le fais. Mais qui pourrait te maltraiter, Daniel? Voilà. Attends, je laisse à François. Je voulais simplement dire que le mouvement a été initié par Patrick au départ, avec Sud, avec Pierre Morville. Je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais je l'ai dit. Et j'ai remercié d'ailleurs Pierre Morville. Et puis après, ça a été soutenu par tous les syndicats. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un mouvement global qui a porté effectivement. Il faut éviter de se diviser sur cette question-là. Sur cette question syndicale, je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'on ne peut y arriver que si on est tous unis. Et je pense que la chance et la force qui a été en fait portée dans cette affaire, c'est parce qu'il y a un moment donné, tout le monde s'est réuni parce que c'était une situation trop délétère. Je laisse la parole très court à François et après à Jean-Pierre, l'homme de l'art. Oui, donc François Demarque, non. Juste dire 2 mots. La question a été posée tout à l'heure de mettre en cause... de mettre en cause l'État. Je crois qu'il y a une institution qu'il faudrait peut-être aussi mettre en cause, c'est l'Union européenne qui a libéralisé le secteur des télécommunications et qui a été effectivement après donc donné lieu aux privatisations. Et bon, voilà, ça c'est un premier point. La deuxième chose, je voudrais dire, je pense qu'il ne faut pas, je vais dire quelque chose qui pourrait peut-être choquer, mais il faut le retourner. Il ne faut pas considérer que les personnes qui ont mis fin à leur jour sont uniquement des victimes. C'est-à-dire que je pense que d'un certain point de vue, consciemment ou inconsciemment, c'est un moyen de résistance. Ça a été un moyen de résistance de ces gens-là qui se sont trouvés incapables de résister collectivement pour diverses raisons. Et je pense que là, il faudrait... alors là, moi, c'est un peu le travail que j'ai fait sur les suicides au travail, en relation avec la pensée de Georges Bataille sur le fait que c'est un moyen de retrouver de façon paradoxale une souveraineté qui a été niée. Et je pense d'ailleurs que si un jour il faudra peut-être faire des monuments à tous ces gens qui ont agi et qui ont donc permis aussi qu'il y ait ces résistances qui s'expriment sur le plan juridique, ces gens-là ne sont pas seulement des victimes, ce sont aussi quelque part des héros. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, sur cet aspect-là, je vous renvoie à l'excellent livre que nous avons rédigé avec Michel Debout, dont la 2e édition sort début janvier, voilà, et qui traite effectivement de cette question des suicides dédiés, voilà, qu'on a connu, rappelez-vous, avec les bons, etc. Enfin bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est un excellent bouquin et il sort en janvier. Voilà. Donc je passe la parole à l'homme de l'art. Non, je vais être très court. Hein. C'est juste, voilà, si vous pensez que ce film vaut le coup d'être partagé avec des gens que vous connaissez, je vais vous transformer un peu en acteur. On compte sur vous parce que c'est un film que vous avez vu, fait avec des tout petits moyens. On n'a pas de publicité, on n'a rien.
Et on est en train de monter des séances un petit peu partout dans plein de villes de France. Mais on a besoin de relais, on a besoin de gens qui initient un peu des projections. Donc n'hésitez pas, vous verrez à la sortie, il y a des petites brochures que vous pouvez récupérer, un petit 4 pages dans lequel il y a des informations sur le film. Et si jamais vous n'avez pas cette brochure, il suffit d'aller sur le site du film, vous aurez tous les renseignements, les contacts. Et le site du film s'appelle Par la fenêtre ou par la porte, toutattaché.com. Donc c'est assez facile à trouver. Et vraiment, faites-le parce qu'on a besoin de relais un petit peu partout pour que si vous considérez que le film doit être partagé et susciter des débats comme celui-ci. On a d'autres débats à venir dont on voudrait interpeller aussi les politiques sur ces questions parce que la question du travail, elle est complètement en ce moment enterrée par des sujets très graves d'actualité. Mais ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été, je dirais, sous les feux de la rampe. Et il serait temps qu'elle le soit, parce que je crois que ce qui se passe dans la société est quand même très grave à ce niveau-là. Voilà. Moi, je voulais vous remercier parce que, à dire vrai, quand vous étiez venu me voir pour m'expliquer le projet, je me suis dit que c'était sacrément casse-gueule. C'est vrai, c'était vraiment casse-gueule. Je ne voyais pas trop. Bon, Patrick avait largement insisté pour que je participe. Donc, j'avais suivi, mais c'est vrai que c'est une très bonne réussite à la fin. Et il faut s'en féliciter parce que, comme le disait tout à fait Daniel, c'est un repère culturel, c'est un repère pour l'avenir, c'est un point d'appui pour mener les combats de demain et pour faire en sorte de dire, voilà, hein, je crois que c'est aussi quelqu'un d'autre qui l'a dit, tout le monde doit savoir aujourd'hui qu'on ne peut pas maltraiter impunément. Voilà, donc merci à vous, c'était une super soirée et à bientôt.